et bienvenue à CAL Nouvelles. Aujourd'hui au segment « Le théâtre ». Au 18e siècle, le théâtre illustre les idées des philosophes des Lumières. Le drame bourgeois et la comédie de mœurs permettent de porter un regard critique sur la société. Marivaux, Diderot et Beaumarchais, que nous allons pouvoir interviewer plus tard, sont les principaux dramaturges du 18e siècle. En 1715, la mort de Louis XIV met fin à une période de rigueur et d'austérité dont va profiter le théâtre. L'heure est au divertissement et de nombreux théâtres rouvrent leurs portes et le public est de plus en plus nombreux à venir voir jouer les troupes et à assister aux représentations populaires en plein air du théâtre de foire. Un vent de contestation traverse le siècle. Des penseurs, les philosophes, dénoncent dans leurs écrits les privilèges de la noblesse et remettent en cause la monarchie, revendiquent l'égalité des citoyens et cherchent à instaurer une société plus juste. Le théâtre du 18e siècle n'échappe pas à ce courant contestataire. Et c'est la comédie qui, sous le masque du divertissement, aborde ces thèmes polémiques. Les trois genres principaux de cette époque furent la tragédie, le drame bourgeois et la comédie de mœurs. La tragédie, genre très prise au 17e siècle, a du mal à survivre à Jean Racine. Le public se désintéresse des intrigues mythologiques. Les quelques pièces aujourd'hui oubliées, qui rencontrent un peu de succès, sont celles qui ont une tonalité plus dramatique que tragique. Le drame bourgeois est un genre nouveau, mais qui disparaît avec le siècle. Dominé par la tonalité pathétique, le drame bourgeois refuse la rigueur des règles de la tragédie et le côté caricatural de la comédie. Les sujets sur l'Antiquité sont remplacés par des sujets contemporains. Le drame s'intéresse aux problèmes sociaux et familiaux, veut émouvoir, mais les principes moraux stricts qu'il prône sont des raisons de son échec. La comédie des mœurs est le genre à la mode et celui qui va dominer tout le siècle. La comédie de mœurs se réclame de Molière, mais les thèmes abordés sont nouveaux. Elle est orientée vers la critique de la société et son objectif contestataire contribue à faire naître les idées révolutionnaires. Et je passe maintenant la parole à notre reporter préféré, Jacques Beauchamp, qui va faire un segment en interviewant nos dramaturges préférés sortis de leur tombe. Jacques? Merci Alain pour cette magnifique introduction. Je m'appelle Jacques Beauchamp. Joyeux Halloween à vous. Aujourd'hui, nous parlons avec notre très cher Marivaux. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Marivaux. C'est également un plaisir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre carrière? Dans le fond, je suis née le 4 février 1688 dans une famille très noble d'origine normande. Dans le fond, je suis normand. Je suis très connue pour mon théâtre et mon attachement aux comédiens italiens. Je suis aussi romancier et journaliste. J'ai été élue à l'Académie française en 1742. Parallèlement à ma carrière de dramaturge, bien sûr. Dans le fond, en gros, je suis dramaturge, romancier, journaliste, banquier. J'ai également fondé un petit journal nommé Spectateur français en 1721. Deux de mes pièces les plus connues sont Le jeu de l'amour et du hasard, ainsi que La surprise de l'amour. Aussi, je ne veux pas me vanter, mais j'ai cru entendre sous la terre que j'ai été nommé en 2009 le 5e auteur le plus joué dans la comédie française. Donc une petite main d'applaudissements pour moi, merci. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de votre pièce préférée? Personnellement, ma pièce préférée que j'ai écrite s'intitule L'île des esclaves. Cette scène présente deux personnages, Iphicrate et Arlequin, faisant naufrage sur une île déserte. Après de nombreux questionnements, ils se rendent compte qu'ils se sont ramassés sur l'île des esclaves. Une île où tous les rôles sont inversés. C'est-à-dire que les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres, les esclaves. Arlequin, esclave d'Iphicrate, décide d'en profiter pour mettre fin à sa misère et devient donc le maître d'Iphicrate. Pour éviter la confusion, les deux personnages se font ordonner par Trivelin, celui en charge des lois du village, d'échanger leurs noms, leurs habits, ainsi que leurs habitudes. En fait, Arlequin deviendra Iphicrate et vice-versa. Le but de cette île est de faire remettre en question les actes émis par les maîtres envers leurs esclaves et d'en tirer une leçon pour éventuellement se réconcilier et être relâchés. Les deux hommes rencontreront éventuellement deux jeunes femmes, Euphrosyne et son esclave Cléantys, et se battront pour avoir celle qu'ils désirent. Malgré toutes les péripéties, les quatre personnages finissent par mettre fin à leur remords et se pardonnent mutuellement. Avez-vous un mot de la fin pour nous? Je dirais que, mon Dieu, que les hommes ont de talent pour ne rien valoir. Wow! Ce fut Marivaux à CAL Nouvelles. Et tout de suite, nous allons rencontrer
Beaumarchais. Bonjour, Beaumarchais. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Pouvez-vous nous parler un peu de votre vie? Je vais d'abord commencer à préciser que mon nom complet est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, donc petite précision. Je suis née le 24 janvier 1732 à Paris. Moi, ma vie, j'ai plutôt été écrivain, français, dramaturge, musicien et homme d'affaires. Je sais, beaucoup de talent. Je suis principalement connue, ce qu'on m'a dit sous les tombes, pour ma trilogie qui s'intitule La Trilogie de Figaro. J'ai commencé par être éditeur de Voltaire et je suis aussi à l'origine de la première loi, la première en faveur du droit d'auteur et le fondateur de la Société des auteurs. Moi, mes œuvres, en fait, mon but, c'était d'incorporer ma vie privée pour que ça se mêle et que ça confuse un peu le public. Et mon existence entière est marquée par mon empreinte du théâtre. Et je suis aussi une figure importante du siècle des Lumières. Et je suis aussi apparemment estimée comme un des annonciateurs de la Révolution française et de la liberté d'opinion. Voulez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Moi, ma pièce personnellement préférée qui a fait le plus de succès, c'est le mariage de Figaro. Donc, l'histoire du mariage de Figaro se résume à être une comédie très bien connue au XVIIIe siècle, encore une fois très fière, illustrant Figaro, le valet du comte, devant épouser Suzanne, la camériste de la comtesse. Un peu plus tard dans l'histoire, Chérubin, le charmeur du château, essaye de courtiser Suzanne et elle ne déteste pas cela. Je dirais même qu'elle entre un peu dans son jeu, étant donné qu'il trouve tout le temps les meilleurs mots qu'elle le trouve très séduisant. Chérubin essaye de convaincre le comte de marier Suzanne, mais il refuse sans hésitation. Disons qu'il n'a pas la meilleure réputation dans le château. En gros, l'histoire se résume à être une grosse affaire de tromperie. Avez-vous un mot de la fin? Ouh, Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Merci beaucoup. De retour à vous, Alain. Merci Jacques Beauchamp pour ces magnifiques interviews. Et nous allons maintenant finir le segment avec un extrait que nos magnifiques acteurs du plateau vont nous présenter tout de suite. Action. 3, 2, 1, action! On va vous expliquer. Moi, je suis Diderot, elle c'est Diderot. Nous sommes Diderot. Oui. Nous vivons Diderot. C'est une façon de vivre. Regarde le plan, il est génial. Il est incroyable. Qu'est-ce que je dis en premier? Oh! Vous savez, Wow! Ça me fait penser. Que pensez-vous de cette veste? Je la trouve vraiment super originale. Je crois que en fait, je vais la vendre en boutique parce que nous avons une nouvelle boutique vintage en fait, dans le Myland, sur Saint-Viateur, à côté du Café Olympico. Nous tenons à mentionner qu'aucun ordinateur a été abusé durant ce tournage. Scandale. Remettre en cause la monarchie. La monarchie! La monarchie! Get into Elena's brain. Ça va être un peu compliqué. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que, du coup... Oh! Qu'est-ce que j'ai... Oh! Ok, c'est un programme professionnel. Qu'est-ce que je fais avec une chaise? Parce que moi, C'est génial, hein? Merci, Ryan. Merci! Merci, Ryan. wow, la qualité est bien trop belle, on voit toutes mes pores de peau. Et c'est un wrap!